Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour ce nouveau numéro de votre émission Santé 10. Une émission ce soir sur la thématique de la dépression. Vous avez été nombreux à nous demander cette thématique et pour vous en parler, des professionnels sur le plateau. La dépression, nous en parlons ce soir avec Madame Nathalie Ninine. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Nathalie qui est psychologue, clinicienne et psychanalyste. Oui, une thématique qui depuis 2-3 ans est vraiment en train de monter. Ce n'est pas une bonne chose du tout, on va en parler. On en parle aussi avec le docteur Ibrahim Aboud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre, chef de service à l'EPSM. C'est ça. Et vous êtes aussi spécialisé dans la dépression résistante. Est-ce que c'est comme ça que je devrais dire? Je pense en fait, je suis bien sûr psychiatre à l'EPSM. Je suis en Guadeloupe depuis 30 ans, c'est juste pour... et je suis chef du département de neurophysiologie clinique qui est spécialisé dans les dépressions résistantes et chroniques. On en parlera, où on pratique aussi la neuromodulation pour les dépressions qui sont un peu plus compliquées. Très bien, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je pense qu'il va falloir commencer quand même par quelques chiffres. C'est important, donc par l'épidémiologie de la dépression, mais au niveau mondial, mais aussi au niveau local. Voilà, donc la dépression, c'est vrai que c'est une maladie, souffrance psychique, en fait, ces troubles psychiques très fréquents. Nous avons constaté qu'il y a 10% de la population qui souffre aujourd'hui de la dépression. Et on sait qu'au cours de la vie, il y a 20% de la population, à un moment donné de sa vie, elle va souffrir de la dépression. Il y a une enquête en santé mentale qui a été menée en 2013 en Guadeloupe. Nous avons constaté que le chiffre il est un peu plus élevé que l'Hexagone. On était à 11% en Guadeloupe contre 10% en métropole. C'est beaucoup, hein, docteur. Il s'agit quand même, c'est la deuxième maladie selon l'Organisation mondiale de santé où en matière de journées perdues, la première maladie, c'est bien sûr, sont les pathologies cardiovasculaires et la deuxième, c'est la dépression. Et la dépression, c'est une maladie qui peut être invalide en fait, handicapante et surtout qu'elle se développe souvent sur un mode silencieux. Elle n'est pas du tout bruyante. C'est pour ça, parfois, elle passe inaperçue et comme ça, il faut la détecter assez rapidement pour la soigner. Justement, on va revenir sur la définition de la dépression. On a eu sur nos réseaux beaucoup de personnes qui nous ont demandé de commencer par ça, de demander aux professionnels de définir un petit peu ce que c'est que la dépression avec des mots simples. Alors, il faut d'abord distinguer entre la déprime et la dépression. La déprime, c'est, je dis souvent à mes patients, quand on se lève du pied gauche le matin, on n'est pas bien, on est triste un petit peu, ça peut durer 1 jour ou 2 jours ou 3 jours. Il y a un événement vie qui nous a un petit peu contrariés, on est un peu déprimé. La déprime, c'est pas la dépression. La dépression, c'est une maladie qui est complexe avec des symptômes qui sont très variés, mais il faut surtout qu'elle dure au moins 15 jours consécutifs, c'est-à-dire on est triste pendant 15 jours pour qu'on puisse dire que je suis déprimé. 15 jours avec une rupture avec un état antérieur, c'est-à-dire l'individu, en fait, le patient, avant il faisait du sport, il faisait
je sais pas, des activités, il cesse de faire ses activités, il y a une répercussion sur sa vie professionnelle. Là, on peut parler de la dépression. Quant aux symptômes, les symptômes sont très très variés. Il y a la partie émotionnelle où il y a la tristesse, c'est au premier rang. On sait que souvent le déprimé, les dépressifs sont tristes, ils sont très angoissés, mais il y a aussi une partie cognitive, c'est-à-dire on sait qu'un dépressif, il va avoir répercussion sur la concentration, le trouble de la mémoire. Aussi sur le plan somatique, il va avoir une perte de l'appétit et perte pondérale, il va perdre du poids. Il y aura des idées noires, des idées un peu suicidaires. Donc c'est très complexe comme symptomatologie. Ce qu'on constate aux Antilles, parce qu'il y a une spécificité quand même locale pour la dépression, ce qu'on appelle les dépressions masquées. Ce sont des dépressions qui vont se manifester, c'est le corps qui va se manifester, c'est-à-dire par des troubles digestifs, par des douleurs abdominales, par des céphalées, des symptomatologies un petit peu mal systématisées. Là, on va parler d'une dépression masquée où le corps qui va s'exprimer. Il y a aussi les dépressions pseudo-délirantes, qui est une spécificité locale aussi, en fait, aux Antilles, où on va parler de la jalousie. On dit, voilà, il est jaloux de moi. Il n'y a pas d'aspect, si vous voulez, psychotique de la dépression, mais c'est une souffrance, il y a une dépression qui va se manifester comme des troubles délirants. Ça se diagnostique de manière assez particulière, j'imagine. Alors, la dépression, bien sûr, tous les symptômes que j'ai cités dans ce que je viens de dire, ils ne sont pas toujours présents. On sait que selon la classification internationale des maladies, il faut un certain nombre de symptômes qui sont présents chez le patient pour qu'on définisse qu'il est dépressif. Ça peut être la tristesse, mais ça peut ne pas être la tristesse, ça peut être des troubles de sommeil. Comme toujours, ça commence par des troubles de sommeil, insomnie, le réveil matinal très précoce, on se réveille à 3 heures le matin, on n'arrive pas à dormir. Il y a bien sûr quand il y a une perte pondérale, perte de l'appétit, mais essentiellement ce qu'on trouve systématiquement, c'est une rupture avec son état antérieur, qu'il n'est plus la même personne qui était un mois auparavant. On a une personne qui nous demande d'entrer sur les réseaux, inviter un psychiatre et un psychologue, nous dire déjà c'est quoi la différence entre le travail de l'un et de l'autre. La parole est à vous deux. Hein. Alors, je vais vous laisser dire pour le psychiatre. Alors, le psychologue est là pour accueillir la souffrance, pour l'aider à aider le patient par la parole à y mettre du sens, à comprendre et à faire évoluer cette souffrance de manière à ce qu'elle se résorbe. Moi, je dis que le psychiatre et le psychologue, les psychologues sont indissociables pour la prise en charge. Il y a la partie, bien sûr, comme elle a dit madame, c'est la prise de parole, il faut qu'il parle. Parfois, il y a des choses enfuies dans l'histoire du patient. Le psychiatre, en principe, il met le diagnostic. Souvent, le psychiatre, il est associé aussi à un traitement chimique, c'est-à-dire à des antidépresseurs ou d'autres méthodes. On aura certainement l'occasion d'en parler. Mais le psychologue et le psychiatre normalement, ils travaillent en concert pour la prise en charge. Parfois, la dépression, comme on sait qu'on n'a pas toujours besoin d'un psychiatre. La dépression peut être soignée souvent par les généralistes. On sait que 10% ou 11% aux Antilles, en fait, en Guadeloupe, souffrent de la dépression. On parle de 40 000 patients sur 400 000 habitants. Donc là, les psychiatres qui sont présents sur le territoire ne suffisent pas pour soigner
tous ces patients. Donc, en principe, les patients, la pathologie, elle est décelée par le médecin généraliste qui, souvent, il va initier un traitement après avoir fait, bien sûr, des tests. Et il va orienter les patients vers les psychologues, qui est très important parce que le généraliste, il va passer 20 minutes avec le patient, mais le dépressif a besoin de parler. Donc, il va s'adresser, il va faire appel à un psychologue qui va l'écouter. Et du moment qu'il y a une complication de l'évolution de la pathologie, à ce moment-là, c'est le psychiatre qui intervient. Il existe visiblement une phase avant la dépression. Est-ce que, par exemple, cette phase qui est juste avant la dépression est une phase plutôt gérée par le psychologue? Ça dépend, ça dépend. Alors, c'est assez, comment dire, il y a quelque chose de la tristesse, mais enfin bon, moi, j'ai pas la même approche, c'est-à-dire que là, on parle en termes de temps, etc., l'OMS, etc., mais il faut savoir que la société actuelle est assez dans certains dictats de productivisme, d'être sur pied, et le manque de temps, tout va très vite, ne permet pas aux personnes, finalement, face aux événements de la vie, de pouvoir être armées. Alors, le manque de temps, mais il y a aussi l'isolement. Aussi, c'est-à-dire qu'avant, il y avait des structures sociales, la famille était... Le monde était là. Maintenant, c'est plus... chacun est plus isolé. Voilà, c'est plus individualiste. Il y a les écrans, etc., aussi, qui réduisent les relations, les interactions sociales et aussi l'attention portée à l'autre. Donc, il y a des verrous un peu qui ont sauté. Tout à fait. Ce qui fait qu'effectivement, on recourt plus à la médication mais le psychologue est là plus pour justement essayer de prendre le temps, comme le docteur l'a dit, prendre le temps pour essayer de mettre du sens. Vraiment, c'est-à-dire, et notamment, vous avez parlé de l'histoire du patient, notamment le psychanalyste vient justement... Alors le psychanalyste, lui, travaille sur les conflits inconscients, c'est-à-dire tout ce qui est très en profondeur et qui est lié à l'histoire du sujet, mais depuis... Et tout ce qui lui a fait mal, tout ce qui a été troublant, voilà, et sur lequel vient se greffer en fait les événements de vie qui ont par exemple les événements de vie ou voilà les circonstances qui ont déclenché la dépression. Donc ça vient sur un terreau et le psychanalyste lui vient à la limite c'est la dépression ou d'autres pathologies sont l'occasion d'une rencontre du patient avec lui-même, c'est-à-dire de se connaître. Nathalie Nénine, à partir de quel moment un psychologue prend en charge un patient fragile psychologiquement? Alors, c'est très... Alors, il ne faut pas qu'il y ait de risques de risques vitaux, voilà. Quand c'est trop... C'est-à-dire qu'il y a vraiment une collaboration. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des risques, si la personne, elle n'arrive vraiment pas à remonter. Voilà. Donc, le psychiatre est vraiment très important. Donc c'est vraiment un continuum, donc il faut mesurer. En fait, je suis tout à fait d'accord avec madame. C'est vrai qu'on connaît dans l'histoire, quand on avait un deuil, on savait que le deuil durait 1 an. On s'habillait en des vêtements sombres, on pleurait dans notre coin, et il y avait le temps pour faire notre deuil. C'est vrai, tout va très vite, comme elle dit madame. C'est vrai que maintenant, il y a moi je dis souvent, la googlisation de la vie. Tout va très vite. On n'accepte plus d'être triste pendant 1 an. Il faut qu'on sorte le plus tôt possible. Donc, on va voir un médecin et même, je veux dire, donc pour la maladie somatique, quand on commence à tousser et on va voir son généraliste, on lui demande un traitement, on lui donne et on continue à tousser encore 3-4 jours, on voit que le patient, il va voir un autre médecin parce qu'il va penser que son premier médecin, il n'était pas assez compétent parce qu'il tousse toujours. Sachant qu'une grippe dure
7 jours de toute façon. Donc même là, on ne veut pas prendre le temps. Là, voilà, c'est le temps que maintenant on se consacre plus, on laisse plus le temps pour la tristesse, pour les événements de vie. Mais le problème que la dépression, il n'y a pas toujours un événement de vie. Et la dépression, ce qui est très paradoxal, la dépression la plus sévère, c'est pas celle où on va identifier un facteur déclenchant, un événement de vie. La dépression endogène, qui va se déclencher d'une manière automatique, sans objet, c'est ça la dépression qui est la plus compliquée à gérer. C'est vrai qu'une dépression où il y a un événement de vie, je pense qu'on peut appeler une dépression légère à moyenne, qui est 80% des dépressions, heureusement. Ils sont tous soignés par leurs généralistes ou par des psychologues. Peut-être il y a beaucoup, ils n'ont pas besoin d'un traitement spécifique à mettre en place. Mais du moment quand il y a une persistance des symptômes, il faut mettre un traitement, et ça c'est indéniable. Et du moment quand on a mis un traitement, il faut suivre le traitement. Donc la dépression, elle est suivie par un psychologue, c'est un fait, c'est important, un psychologue. Le généraliste qui va en fait, il va déceler la dépression, parce que le généraliste qui voit un petit peu tous les patients. Et il faut savoir quand même que la psychiatrie reste quand même un élément un petit peu mal vu un peu par la population. On vous dit, je ne veux pas voir un psychiatre parce que je ne suis pas fou. Moi, je suis chef de service en fait, du secteur G03 à l'EPSM, qui est le nord de Basse-Terre. Quand j'ai pris la chefferie de service en 2006, on avait 850 patients. Notre file active. Aujourd'hui, nous suivons 1800 patients. Oh là là. Donc, c'est pas parce qu'il y a plus de malades, c'est parce que la psychiatrie est mieux perçue par la population. Donc, c'est pas une explosion, parce que on a parlé de 10% des dépressifs. En contre, il y a 1% des schizophrènes. Donc, il n'y a pas plus de dépressifs, il y a actuellement, bien sûr, il y en a un peu plus, mais il n'y a pas 3 fois plus. Donc ce nombre de patients, parce qu'ils acceptent mieux maintenant d'aller voir un psychiatre qu'il y a 15 ans. Je ne sais même plus si je dois poser cette question suivante, puisque avec ce qu'on s'est dit, je comprends déjà qu'on ne peut pas vraiment parler de causes de la dépression, les causes de la dépression, parce qu'elles sont multiples, visiblement, et c'est au cas par cas. Toujours au cas par cas. C'est toujours au cas par cas, et parfois les causes sont très lointaines et cachées, donc il faut aller prospecter. On a parlé aussi, c'est vrai que Madame, elle a parlé aussi de ce qui est pression de travail actuellement, la performance, il faut qu'on soit performants, les sociétés, les pressions par les entreprises pour avoir des chiffres d'affaires, etc., qui sont facteurs quand même fragilisants pour ceux qui sont fragiles. Ils vont être beaucoup plus sensibles à développer une dépression que les autres. Et puis, j'ai envie de dire un petit peu, j'oserais dire que c'est aussi une maladie des sociétés, je ne sais pas comment dire ça, capitalistes. Je ne sais pas. Voilà, enfin développer, enfin dans quel sens, savoir dans quel sens, mais c'est-à-dire dans le sens. Alors, je parlais du temps, c'est-à-dire du rapport au temps, effectivement le travail, le rapport à la productivité. Mais aussi, comment dire, le rapport à l'autre, le rapport aussi au sens de la vie, aussi, et le rapport aussi à la frustration. C'est-à-dire où dans les sociétés capitalistes, la frustration n'a plus lieu d'être, c'est-à-dire elle n'a plus le sens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où on a le droit au bonheur, le droit au plaisir, etc. Et la frustration est beaucoup moins acceptée. Alors que dans d'autres sociétés moins... je ne sais pas me dire
moins avancé, avancé, quand je dis avancé, capitalistiquement, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ces enjeux, c'est-à-dire qu'il y a du sens. Il y a aussi des... comment dire, c'est avec les sociétés modernes, c'est du travail, c'est très du factuel, du travail, de la productivité, alors que les autres sociétés sont plus dans le sens, c'est-à-dire aussi même le sens de la vie, le sens aussi de la frustration, le sens de la mort, le sens de la souffrance, etc. Et apportent du sens à ça, des éléments. Et notamment la question du bonheur. Dans une société capitaliste, on le voit avec les pubs, hein, le bonheur c'est de consommer, le bonheur c'est de jouir. Alors que les sociétés qui ne sont pas dans le capitalisme, dans la consommation, le bonheur est ailleurs. Le bonheur est plus dans le rapport à l'autre, dans la relation, dans le désir de l'autre et dans le être utile à l'autre et à la société. Alors que dans les sociétés capitalistes, c'est plutôt... on n'a pas envie d'être utilisé. Donc, ce n'est pas la question de l'utilité, c'est-à-dire être fier de se sentir utile à la société. C'est plutôt, il ne faut pas qu'on m'utilise, il ne faut pas que... C'est un peu chacun pour soi. Donc ça fait que c'est un peu différent. En fait, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, effectivement, je ne rentre pas dans le débat avec capitalisme, etc., la société moderne. Mais là, on parle de troubles anxieux. Le trouble anxieux, c'est beaucoup plus fréquent dans la population que la dépression. La dépression, c'est une maladie qui existe. Elle fait partie, elle est 10%, que ce soit en Guadeloupe, on a vu que en Guadeloupe, c'est 11% de la population, au Japon, c'est 10%, mais aussi au Liban, c'est 10% de la population. C'est, dans différentes sociétés, on a à peu près les mêmes chiffres. Mais quand on parle des troubles anxieux, avec des complications évolutives, c'est vrai qu'il y a des complications évolutives des troubles anxieux qui peuvent devenir après... quand on parle du bonheur, etc., c'est effectivement ça. Il faut distinguer entre l'anxiété qui peut faire partie comme un symptôme intégrant de la dépression, mais c'est pas en fait dans la dépression elle est présente souvent, mais pas tout le temps. Mais l'anxiété, il y a des troubles anxieux où on les trouve souvent qui sont consécutifs effectivement à cette société de consommation avec les réseaux sociaux, avec... Qui va très vite. C'est ça. Qui va très vite. Alors que les sociétés plus traditionnelles, il y a ce temps différent. Le temps c'est beaucoup plus posé, ce n'est pas les mêmes... Le même rythme. Ce n'est pas les mêmes rythmes, ce n'est pas la même... On dit qu'il existe, docteur, plusieurs phases quand on parle de dépression. Si oui, lesquelles? Alors, nous, au département neurophysiologie clinique, c'est-à-dire nous, on travaille avec des psychologues. J'ai des psychologues, c'est en binôme. La dépression, pour nous, il y a certains tests qu'on fait, parce que c'est vrai, la dépression, c'est subjectif. Qu'est-ce que c'est une dépression? Est-ce que je suis un peu dépressif, moyennement dépressif, très dépressif? Donc, on a une série de tests qu'on pratique sur tous les patients qui sont accueillis par notre département, où on va faire des tests, comme ça, il y a un test qui s'appelle Hamilton, essentiellement, qu'il est de 0 à 40. On sait que de 0 à 10, c'est une dépression légère, 10 à 20 moyenne, et à partir de 20 jusqu'à 40, c'est une dépression sévère. Donc, la phase de dépression, si vous voulez, l'intensité de la dépression, il y a trois. Il y a la légère, moyenne et sévère. Après, les phases, c'est-à-dire... quand la dépression, elle se déclenche par des symptômes qui sont annonciateurs de la dépression, qui commencent par les troubles du sommeil, cette anxiété, cette rumination obsessive sur quelque chose, qu'on pense tout le temps à la même chose.
après, qui va suivre bien sûr cette rupture avec son état antérieur, où elle va développer les véritables symptômes, mais ça ne veut pas dire que cette phase, elle va s'aggraver. Souvent, quand elle est décelée par le généraliste ou par des membres de la famille, ça peut être... Parce que la dépression, c'est une maladie quand même silencieuse. Elle n'est pas bruyante comme maladie. Les gens, ils souffrent tout seuls dans leur coin. Et c'est pour ça, c'est les membres de la famille qui sont autour, qui vont détecter ces changements du comportement, cet isolement social, cet manque d'envie de faire des choses, c'est-à-dire ces pertes d'intérêt. À ce moment-là, il faut s'adresser, parce que si on laisse la dépression se développer, elle va se développer dans un sens péjoratif, où elle va être très sévère. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus compliqué de traiter une dépression qu'une dépression légère et moyenne. Est-ce qu'il y a des situations qui aggravent la dépression ? En fait, pour moi, la situation qui aggrave le plus la dépression, c'est le non-traitement, quand on ne la soigne pas. Parce que la dépression, le problème de la dépression, du moment quand on ne la soigne pas, elle va s'aggraver. Après, il y aura un mécanisme d'automatisation, c'est-à-dire elle va être automatique. Parfois, les patients, ils arrivent à s'en sortir un petit peu avec un peu de volonté, il va dire je vais faire un peu de sport, ça peut arriver, mais le terrain qui est fragile, qui est là, s'il ne s'adresse pas à des professionnels, que ce soit psychologues, psychiatres ou bien sûr généralistes surtout, ça va à un moment donné, ça va aggraver la situation, en fait, l'évolution de la maladie, et c'est là qui va être le plus compliqué. Comme j'ai dit, c'est très paradoxal parce que quand il y a un événement vie, on sait que où ça va être réglé, où il va avoir une résignation pour un licenciement, on va dire voilà, je suis licencié, j'ai trouvé un autre boulot. Mais quand la dépression, ça déclenche chez quelqu'un qui n'a aucune raison pour qu'il soit dépressif, c'est là qui est le plus compliqué pour nous, ce qu'on appelle la dépression endogène ou unipolaire. C'est-à-dire, c'est comme les dépressions bipolaires, mais ici, ça va être que sur un mode dépressif. Dans un court instant, on va marquer une petite pause, et puis juste après, on va revenir avec les différents traitements pour soigner la dépression. Nous allons, Nathalie Ninine, parler de quand quelqu'un se sent psychologiquement fragile, est-ce qu'il peut se rendre chez le psychologue de par lui-même, ou est-ce qu'il faut passer par la phase du médecin généraliste forcément? On va aussi se poser cette grande question, est-ce qu'on guérit de la dépression? On a un témoignage aussi que j'aimerais partager avec vous, chers téléspectateurs. C'est un témoignage de Brian. Qui est Brian? Eh bien, Brian est aujourd'hui un collègue de Canal 10 depuis peu. C'est un adulte autiste Asperger. Et Brian a son émission tous les samedis ici à 15h30 où il met en lumière les jeunes qui font rayonner la Guadeloupe. Et Ryan est passé par la phase de la dépression et il en parle librement et il nous a fait un témoignage. Il ne pouvait pas être sur le plateau ce soir. Il nous a filmé un petit témoignage. On remercie d'ailleurs Sandrine et Céline Rodriguez qui ont filmé Brian. On va regarder ce témoignage juste après. On va marquer la pause. Merci Yann. Et juste après, on va revenir avec ce témoignage. Et pour ceux et celles qui prennent en cours notre émission Santé 10 ce soir, nous parlons de cette thématique, la dépression. Nous sommes avec Nathalie Ninine, psychologue, clinicienne et psychanalyste. Et nous sommes aussi avec le docteur Ibrahim Aboud, qui est psychiatre et qui est aussi chef de service à l'EPSM et qui est spécialisé dans les dépressions résistantes. Juste avant, je vous disais qu'on avait un petit témoignage d'un
d'un adulte qui s'appelle Brian, qui travaille avec nous ici à Canal 10 depuis peu, qui est autiste Asperger et qui a connu cette période de dépression, et il nous fait un petit témoignage. Je vous propose, chers téléspectateurs, d'écouter avec attention, et puis avec vous, Nathalie Ninine et docteur Ibrahim Aboud, on va revenir sur ce qu'il dit juste après. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Brian, donc, je suis un jeune autiste Asperger et je vais vous faire un petit peu mon petit témoignage en ce qui concerne la dépression. Alors moi, il faut savoir, j'ai vécu la dépression à partir de l'âge de mes 15 ans parce que je venais d'apprendre que j'étais en situation de handicap. Ça a été quelque chose de très très douloureux et je venais de perdre ma grand-mère en même temps. Donc j'étais en phase d'idées suicidaires, d'idées noires complètement détruites. Et donc, pour vous raconter quelque chose, à quel point c'était arrivé, j'avais emmené de l'alcool au collège pour me détruire la tête, tellement j'en pouvais plus. Et j'arrivais pas à m'en sortir. Alors, la première fois que j'ai réussi, c'est quand je suis arrivé au lycée agricole. Donc, au lycée agricole, j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires qui m'ont toujours tiré vers le haut. Et je crois que l'environnement, ça, c'est quelque chose de primordial et c'est important parce que ça nous aide à toujours nous booster. Et après, à 18 ans, je devais partir en métropole, mais vu que je n'avais pas accepté mon handicap, ça a été pour moi descente. Et là, j'ai vraiment vécu quelque chose de très douloureux. C'est-à-dire, je suis revenu en Guadeloupe, je me suis dit, qu'est-ce que je faisais là? Donc, c'était des idées noires tous les jours, pensées suicidaires, mais à fond. Et quand je dis à fond, c'était presque tous les jours. Et je me dis, j'arrivais pas à m'en sortir. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai compris, c'est qu'il fallait que je m'accepte comme je suis. Et donc, je me suis accepté comme je suis. Mais il faut savoir, j'ai dû faire un gros travail sur moi. En fait, j'ai vraiment analysé ce qu'il y avait autour, qu'est-ce qui n'allait vraiment pas. Je me suis dit, mais il fallait que je me débarrasse de tout ça. Et donc, j'ai beaucoup investi dans des livres. J'ai commencé à trouver une confiance en soi. J'ai réussi à voir la vie différemment. Et le fait d'avoir analysé, d'avoir interprété la vie d'une autre manière, m'a permis en quelque sorte de me dépasser. Et en fait, en l'espace de 2 ans, j'ai réussi à guérir de ça. D'accord, tu as guéri de ça. Et du coup, qu'est-ce qui a fait vraiment que tu aies le déclic pour sortir de cette maladie? Je pense que c'est l'acceptation de soi. Je pense que l'acceptation de soi m'a aidé beaucoup. Mais je dirais, à force de parler avec des gens autour de moi, parce que j'ai la chance d'avoir une famille qui est toujours derrière moi, qui me tire vers le haut, et parce que ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Ton environnement t'a beaucoup aidé? Exactement, mon environnement social m'aide tout le temps, chaque jour au quotidien. C'est vrai que dernièrement, c'est revenu un petit peu, mais ça va beaucoup mieux maintenant, parce que j'ai la chance d'être à Canal 10, c'est clair, parce que Canal 10 me donne cette force de croire, en fait. Parce que quand on est entouré par des gens qui t'aident vraiment à tirer, à te dépasser. Des fois, tu as l'impression que tu deviens un extraterrestre, mais moi, non. Et avec Canal 10, je suis même devenu encore 1000 fois meilleur vis-à-vis de moi-même parce que j'ai appris à me dire, mais la vie, elle est belle, en fait. Et cette positivité, je crois que c'est la clé pour moi qui m'a permis de me dire, il fallait que je fonce, quoi. D'accord. Et en fait, pour toi, tu dirais que ta différence est une force ou ta différence, tu la vois plus comme une faiblesse? Ma différence, c'est une force extraordinaire. La différence, souvent, on en a peur. Moi-même, j'en avais peur au début. Mais j'ai commencé à me dire, en fait, que la différence ne me fait pas peur. Par contre, ma différence est une opportunité. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le fait d'être à Canal 10, le fait de rencontrer d'autres invités, m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que tu avances, en fait. D'accord. Et en fait, les premiers signes de ta dépression, ça a vraiment été dû par rapport à l'acceptation de ton autisme? Bien sûr que oui, mais je te dirais aussi, c'est beaucoup la remise en question de beaucoup de choses. J'ai vécu du harcèlement scolaire, j'ai vécu le rejet de l'autre. Donc quand tu accentues tout ça, je perds ma grand-mère en même temps, puis je me pose des questions, je me sentais différent. Et quand j'ai appris tout ça avec cet effet cumulé, ah oui, là, ça a été le déclic de la dépression. Est-ce que tu as eu des pensées suicidaires? Oui, à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans aussi, là, tes parents t'ont beaucoup aidé? Non, c'est moi avec qui je me suis aidé. C'est toi? En fait, parce que... Mais j'en ai pas parlé à mes parents, je souffrais. D'accord. Parce que quand tu vis une dépression, tu as du mal à en parler. Est-ce que tu avais honte?
Oui, bien sûr, mais je n'étais même pas conscient que c'était une dépression parce que je n'arrivais pas à mettre les mots dessus. Mettre des mots sur cette maladie. Exactement, et maintenant j'ai réussi à mettre des mots. D'accord. Et du coup, la deuxième dépression, ça a été dû à quoi? Ça a été dû vraiment le jour où, comme je disais, c'est que je suis revenu en Guadeloupe. Alors je devais partir en France, mais comme je n'avais pas accepté, mais ça a été une douleur émotionnelle parce que je me suis dit, mais ça m'énerve. C'est bon, cet handicap m'énerve, il me détruit, et il m'emmerde depuis tous les jours. Je me suis dit, c'est bon, j'étais fini. En fait, je me suis dit, vraiment, j'étais fini. Et comme j'étais fini, pour te dire, à un point, quand je suis revenu à mon lycée en BTS, j'étais pas bien. D'accord. Et donc, j'étais tellement mal dans mon corps, mal dans mon esprit, je me suis dit, mais putain, mais comment je vais faire pour m'en sortir, en fait? Tu voyais pas le bout du tunnel, comme on dit. Exactement, je voyais pas le bout du tunnel, mais je savais pas comment y arriver. Ça veut dire que même si t'en parles à tes proches, ils font comme ils peuvent, parce mais eux-mêmes, ils se sentent impuissants. Exactement. Et moi, je me suis senti impuissant. Donc, je savais pas, à l'époque, comment lutter. Mais c'est quand j'ai accepté les choses, des choses qui m'arrivaient, j'en dirai pas tout en détail, tout ce qui m'arrive, je devais le vivre en fait. Il a fallu que j'accepte ça, que je devais vivre des choses qui étaient vraiment insupportables pour moi et qui je savais ça allait me faire grandir. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, hey, toi tu vas te bouger les fesses, toi. Tu vas pas laisser la dépression te dominer. Maintenant, c'est moi qui va lui faire comprendre, tu vas te calmer. D'accord. Et maintenant, aujourd'hui, comment tu te sens? Complètement épanoui. Tu te sens bien dans ta vie? Beaucoup meilleur. En fait, comme je le disais, depuis j'ai rencontré Cannabis. Je crois que même Cannabis a été un déclencheur. Et puis franchement, quand tu tombes sur quelqu'un comme Lisa Rodriguez, d'ailleurs que j'embrasse très fort, je fais un petit coucou, je pense que tu comprends pourquoi tu es là en fait. Parce que tu tombes sur une personne mais exceptionnelle quoi. Et j'ai la chance de rencontrer quelqu'un qui me ressemble. D'accord. Et si tu devais donner une leçon de morale ou je sais pas, un mot ou quelque chose à une personne qui traverse en ce moment une dépression, puisque c'est une maladie mentale, qu'est-ce que tu lui dirais pour que cette personne arrête de peut-être broyer du noir et revoir un peu de lumière dans sa vie? Je vais dire une phrase que je dis souvent dans mon émission, que la force soit avec toi et que la lumière te guide vers le succès. C'est-à-dire que quand tu auras cette lumière qui brillera à l'intérieur de ton corps et que tu auras ce magnifique pourquoi qui va te briller, qui va te booster, c'est ça qui va gagner. C'est Brian Osbar, Raise Brian. Boom. C'est très riche. Ouais. C'est très riche. C'est très riche et il y a beaucoup d'éléments qui sont dits. Et notamment, ce que je retiens un petit peu de ça, c'est l'acceptation de son humaine condition. C'est-à-dire sa condition humaine, c'est-à-dire le côté aussi qu'on est soi, on est seul et en même temps avec l'autre, mais on reste soi et il s'agit de se découvrir soi, c'est-à-dire de se connaître et il faut faire avec. On n'est pas comme les autres. Alors lui, il est diagnostiqué, voilà, mais chacun doit accepter cette rencontre avec lui-même, c'est-à-dire je suis différent et je suis avec l'autre, mais l'autre ne me permet pas, ne peut pas aller au bout de ma solitude, de cette rencontre. La solitude, c'est-à-dire la rencontre avec soi-même, avec sa vie, etc. Et là, on a beaucoup du mal. On a beaucoup de mal avec ça, avec la notion de solitude. Et notamment, il disait oui, qu'il s'est mis à beaucoup lire. Il y a tout ça, ce sont des choses qu'on a un peu perdues. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans la consommation, les écrans, tout de suite on veut quelque chose, voilà. C'est tout de suite... tout de suite. Or, ce qui est de l'effort personnel, de l'action, de la création, de l'imagination, de se mettre à travailler intérieurement, etc. Et ce qui permet de sublimer la souffrance, on appelle ça sublimer la souffrance, c'est-à-dire d'en faire quelque chose de création, d'une création, utile pour soi, utile pour les autres. Et tout ça, ça exige de la patience, de l'action. Mais accepter cette humaine condition, qu'on est seul. À la fois, on est avec les autres, mais il y a quelque chose qu'on doit faire et l'autre ne peut pas combler ça. Docteur, le témoignage?
Moi, elle est très attachante, Brian, vraiment. Je trouvais. C'est vrai qu'il souffre de l'autisme d'Asperger, donc la solitude, ça fait partie de sa vie, ça c'est. Mais ce qui est extraordinaire avec lui, il a eu un insight comme ça, une conscience de cette solitude, et il l'a transformée en force. À la fin, il parle de la lumière. Bon, bien sûr, on va essayer de chercher la lumière, mais si vous trouvez pas les lumières, adressez-vous à vos médecins quand même, parce qu'il y a quand même parfois, si ça marche pas, c'est sûr, il faut commencer par chercher la lumière, mais si la lumière elle n'est pas là, mais il faut quand même s'adresser à des professionnels, parce que parfois la force et la volonté toute seule ne suffisent pas. Parce que, vous savez, le plus difficile chez un dépressif, de lui dire bouge-toi les fesses, lève-toi, tu as une belle maison, tu as un boulot, tu as du succès dans la vie, mais ça lui fait encore plus mal. Parce qu'il se dit, il se culpabilise. Si j'ai du succès, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, j'ai une belle famille, et je suis pas bien, donc je suis nul. Donc il faut quand même, à un moment donné, ça se culpabilise. Cet aspect-là. Donc Brian, il est extraordinaire et il s'est bien sorti. Il a parlé de sa première dépression quand il a eu 15 ans et quand il s'est rendu compte qu'il était différent par rapport aux autres. Et après son échec, entre guillemets, ce que j'ai compris, quand il est retourné de l'Hexagone, et il a dit que j'ai pas réussi, et il était perdu. Donc les deux fois, il y avait quand même un facteur déclenchant. Oui. Mais c'est quelqu'un qui a de la force de la vie, et c'est extraordinaire. Merci de nous avoir partagé ce témoignage avec nous. Merci Brian. Brian qu'on retrouve, je voudrais juste vous rappeler, chers téléspectateurs, que vous pouvez retrouver Brian tous les samedis à 15h30, devant vos petits écrans, puisqu'il est en direct sur Canal 10. Il fait une très très belle émission où il met en lumière les jeunes qui font rayonner la Guadeloupe. Voilà, très très belle émission. Ce que le docteur disait justement, ça montre bien que le bonheur, et ce qui n'est pas compris dans la société actuelle, c'est que le bonheur, ce n'est pas d'avoir, c'est d'être. Et c'est ça toute la difficulté. Et effectivement, on dit, mais tu as tout, tu devrais être heureux. Alors que non, c'est justement pas ça le bonheur. Mais c'est un leurre. C'est un leurre de ce lien social capitaliste. Alors, le docteur Ibrahim n'a pas compris. En fait, c'est un concept lacanien qui dit un rapport à la société et à l'autre, qui a été, dans les années 70, qui a été décrit par Lacan, justement pour expliquer un peu les nouveaux modes d'être dans cette société. C'est-à-dire dans cette société depuis qu'il y a la consommation, depuis qu'il y a un nouveau type de rapport à la jouissance où la jouissance est exigée. On doit jouir. On n'a plus à être frustré. Question importante, quels sont les traitements? Il existe quoi, docteur, comme traitement pour soigner la dépression? Alors, les traitements, il y a plusieurs stades. Alors, on a parlé de plusieurs stades de la dépression. Quand la dépression elle est légère, on peut mettre en place une psychothérapie avec un psychologue. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que si on ne s'améliore pas au bout de plusieurs séances, il faut quand même peut-être instaurer un traitement antidépresseur. Le traitement, à 90% des cas, c'est instauré par le médecin généraliste. On n'a pas besoin de psychiatre. Sachant qu'un traitement antidépresseur, c'est un traitement qu'il faut le mettre en place pour au moins 1 an. C'est-à-dire, il faut savoir que lorsqu'on instaure un traitement antidépresseur, il faut au moins 3 semaines pour avoir de l'effet antidépresseur. Ce n'est pas un comprimé d'aspirine qu'on va la prendre ce soir et demain matin, on va dire « je suis sorti de la dépression ». Donc, le traitement pour s'installer, il faut 3 semaines.
Et après 3 semaines, il faut le garder pendant 1 an. Souvent, l'erreur de nos patients, c'est au bout de 2 mois, quand ils commencent à se sentir bien, ils disent voilà, je vais bien, je vais arrêter le traitement. Et ça, c'est une erreur souvent majeure, parce que quand on arrête le traitement de manière prématurée, parce que vous savez, l'amélioration, ça marche d'abord en plateau, c'est-à-dire progressif. Donc, il y a les symptômes cardinaux, si vous voulez, de la dépression qui vont s'améliorer les 3, 4, 5, 6 semaines après, mais il va avoir une persistance des symptômes. Donc, gardez le traitement pendant au moins 1 an. Il faut savoir que 30% des patients, ils vont être complètement guéris de la dépression avec un traitement adapté, avec une psychothérapie, 30%. Il y a 30% qui vont développer une dépression qui va être récurrente, où ils vont rechuter de temps en temps. Et pour ces patients, normalement, on préconise un traitement à vie. C'est-à-dire, c'est comme le cholestérol, comme le diabète. On dit, voilà, c'est un sujet qui est fragile, il a fait 2 dépressions en 2 ans. S'il n'y a pas des effets secondaires ou indésirables du traitement, donc à ce moment-là, on va maintenir le traitement à vie. Il y a 30%, malheureusement, le traitement ne marchera pas, traditionnel. C'est pour ça que nous avons le département neurophysiologie clinique de l'EPSM, qui est un département unique aux Antilles-Guyane, où on pratique la neuromodulation. On a 3 types de neuromodulation. D'abord, c'est la sismothérapie, que ça se pratique au bloc opératoire. Nous, on la pratique, c'est le seul service aux Antilles et en Guyane que nous pratiquons cette approche thérapeutique où on va anesthésier le patient, et ça c'est pour les dépressions les plus sévères. On va anesthésier les patients, on va faire une stimulation électrique du cerveau, bien sûr indolore, le patient il est complètement endormi, et cette méthode elle marche à 92%, c'est-à-dire sachant une dépression résistante avec 2 antidépresseurs, elle va probablement améliorer le patient à 60%. Notre méthode, la sismothérapie, elle marche à 92%, c'est-à-dire sur 10 patients qui présentent une dépression très sévère, 9 ils vont sortir de la dépression au bout de 2 semaines. La deuxième méthode, nous avons la stimulation magnétique transcrânienne où on va stimuler le lobe préfrontal dorsolatéral, donc c'est une partie du cerveau à gauche toujours, c'est le PDG de bonheur, qu'on va le stimuler et ça va potentialiser le traitement antidépresseur. Et ça, aussi, l'EPSM de la Guadeloupe, c'est le seul établissement aux Antilles-Guyane qui est doté de cette technologie qui est très moderne. Et nous avons des résultats à 70% d'amélioration. La troisième méthode on avait la stimulation à courant direct, c'est un petit appareil que nous avons plusieurs dans nos services, qu'on va remettre au patient qui va faire lui-même ses séances à domicile. C'est comme un téléphone portable qui va le brancher avec un casque spécial. Et aussi, ça va améliorer la dépression, mais ça, c'est réservé pour les dépressions légères à moyennes qui on souhaite potentialiser le traitement. Voilà la palette de traitements, bien sûr. Il y a l'hospitalisation aussi, quand il y a un risque suicidaire, comme on a entendu Brian, quand les patients qui ont des risques, des idées suicidaires scénarisées, ce n'est pas que des idées que j'ai envie de disparaître de la vie. C'est vraiment, je dis, je vais faire ça, je vais prendre ce tel produit, je vais prendre ma voiture, me planter dans un mur. Là, effectivement, il y a, et ça, c'est un symptôme quand même, c'est un facteur de risque majeur. Il faut protéger le patient et le faire hospitaliser. Est-ce que donc ça, c'est une question de Maria, est-ce qu'on guérit de la dépression? Oui. La dépression, on a dit que 30% des patients, ils vont guérir complètement. Ça va être pour eux, c'est de mauvais souvenirs, comme Brian, j'espère.
c'est fini pour moi, j'étais dépressif et je suis sorti de la dépression. Mais sachant quand même, il y a 30%, d'autres 30% qui vont développer une dépression plus ou moins chronique, où il va falloir quand même un suivi régulier avec un psychologue, avec un psychiatre, avec un traitement. Occasionnel, quoi, pas tout le temps. Mais, et 30%, malheureusement, que ça va être très compliqué. Et là, nous intervenons, le département neurophysiologie clinique, pour les prendre en charge. Est-ce qu'il existe des astuces pour ne pas tomber en dépression? Ça, c'est vous. Vous allez... Alors il y a beaucoup de choses à changer. Alors déjà, bon, le côté isolement, le côté une hygiène de vie, du sens à la vie, savoir philosopher, enfin voilà, donner du sens, etc., prendre du recul, etc. Être dans l'être plutôt que dans l'avoir, c'est-à-dire vraiment plutôt que la performance, la consommation. Tout ce qui est sublimation, c'est-à-dire faire de la musique, voilà, avoir des moments pour soi. Des moments pour soi, des moments de création, c'est-à-dire où on n'est pas en position de consommateur passif. C'est-à-dire où pour avoir du plaisir, il me faut telle chose, ou voilà. C'est-à-dire vraiment créer, donc depuis jeune, hein, apprendre un petit peu ces moments de silence où on va créer, où on va inventer, etc. L'entourage aussi faire en sorte qu'il y ait, comment dire, qu'il y ait des relations. Voilà. Donc les écrans, c'est vraiment quelque chose qui tue tout ça. Hein. Il y a beaucoup de choses, et puis bon, il y a le côté qui est propre au vécu personnel, mais il y a aussi le vécu collectif aussi, c'est-à-dire aussi, on a vu ça la période Covid, et puis même la période actuelle, hein, où en fait, effectivement, où les individus sont vraiment mis à mal, c'est-à-dire par tout ce qui se passe. C'est-à-dire depuis tout ce qui s'est passé pendant la période Covid, confinement, enfin division, méfiance, etc. Enfin bon, voilà, beaucoup de choses. Et puis actuellement encore, avec les histoires de guerre, d'inflation, avec aussi les libertés qui sont... Enfin bon, voilà, tout est... donc ça fait que les individus sont soumis à des chocs. C'est-à-dire où il y a du sens, c'est difficile de pouvoir être heureux là-dedans, c'est-à-dire, mais vraiment le côté de la parole, voilà. Et puis au niveau même du traitement aussi. Enfin, moi je vois, en tant que psychanalyste. Alors la psychanalyse, ça prend le temps. Ça prend du temps pour vraiment revoir un peu toutes les bases et permettre à la personne vraiment de se découvrir à travers de se rencontrer à travers cet événement difficile, pour pouvoir au contraire renaître et au contraire advenir à ce qu'elle est au fond d'elle et ce qu'elle désire être finalement. Moi je dirais aussi, effectivement, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est-à-dire chez les dépressifs, sachant qu'ils sont fragiles, il faut par exemple manger à des heures précises, éviter les émotions très très fortes. Bien sûr, il faut éviter surtout les produits illicites ou l'alcool, parce que le problème que vous savez que on parle souvent de l'automédication, les gens qui sont angoissés, donc quand ils vont boire un verre, ils vont être détendus parce que l'alcool fait son effet, mais le problème, l'effet, il est très néfaste parce que l'alcool... Donc, il faut éviter les émotions et bien sûr, tout ce qui est des produits un peu excitants, le café, etc. Faire du sport, comme elle a dit ma collègue, faire du sport, faire une hygiène de vie, la musique, essayer... Mais je ne sais pas si ça évite, mais pour les patients qui sont plus fragiles, je pense qu'après la déclaration, en fait, le déclenchement de leur pathologie, pour éviter de rechuter, il faut avoir une hygiène de vie. Le problème, quand on ne sait pas qu'on est
dépressif, bon, on peut avoir une vie normale, heureusement. Mais du moment quand on a déclenché le premier épisode dépressif et on est sorti de cet épisode, il faut être vigilant. C'est-à-dire quand on commence à moins bien dormir la nuit, à réfléchir beaucoup, on rumine sur des choses, dire tiens, est-ce que la dépression est en train... Ça, c'est le facteur annonciateur de la dépression. Je dors moins bien. Donc il y a quelque chose. Et le problème, si on le laisse passer, après, il y aura une aggravation progressive où il va avoir redéclenché une dépression. Et sachant que toujours la deuxième dépression, elle est beaucoup plus difficile à traiter que la première. Et ainsi de suite. Oui, tout ça, c'est la machine à penser. C'est-à-dire, effectivement, quand elle s'enraye, ou même quand elle n'a pas été très sollicitée. C'est-à-dire qu'en fait, il faut apprendre à penser. Quand je disais philosopher, c'est-à-dire ça s'apprend dès petit. C'est-à-dire parler avec l'enfant, l'aider à justement parler de ses émotions, parler de son ressenti, aussi l'aider, lui donner des mots aussi, l'aider voilà, pour qu'il comprenne un peu ce qui lui arrive aussi. Tout ça, ça fait partie de ça pour que l'enfant, via la parole, arrive, le petit homme, enfin qui grandit, arrive à prendre de la distance par rapport aux événements, c'est-à-dire à voir un peu de plus loin et à être moins affecté, moins les prendre en plein. Donc effectivement, tout ce qui est addiction, c'est au contraire, ça va contre. Voilà, les addictions, ça évite de penser, on évite de penser. Donc effectivement, ça empire le problème. Merci, on arrive à la fin de notre émission. Juste avant de se dire au revoir, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important, docteur, à souligner dans cette thématique de la dépression? Je pense qu'on a abordé le côté psychologique, côté médical, côté social, capitalisme. Il y a social. Donc je pense qu'on a abordé tout. Là. On vous remercie d'abord Canal+, j'allais dire Canal 10, de cette émission qui nous a permis un peu de parler d'un sujet qui est parfois tabou, mais il est tellement fréquent que vraiment c'est important quand même de parler de la dépression, que je pense que nos compatriotes guadeloupéens souffrent beaucoup de cette pathologie. Merci docteur, d'avoir répondu à notre invitation. Merci Nathalie Ninine. Un petit mot de la fin peut-être? Vous aviez une question sur oui, quand on se sent mal psychologiquement, oui. Est-ce qu'on peut, sans forcément voir le docteur généraliste, est-ce qu'on peut prendre la direction du psychologue? Alors oui, le psychologue, voilà, la porte du psychologue est ouverte. Alors généralement, il y a des comment dire, il y a des conventions possibles, mais la plupart des psychologues ne sont pas conventionnés avec voilà. Donc c'est aux frais. Alors il y a des mutuelles qui remboursent une partie, mais c'est quelque chose qui vaut le coup. C'est-à-dire qu'on donne, mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien et ça permet de vraiment d'ouvrir. Voilà, ça n'a pas de valeur. C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Merci Nathalie Ninine, merci docteur. Nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain. On aura comme thématique la santé au féminin, plus précisément la puissance du cerveau féminin. On aura avec nous un gynécologue, un médecin généraliste, un psychologue, en tout cas des professionnels de santé pour répondre à certaines de vos interrogations. Rendez-vous jeudi prochain, même télé, Zoja Connect, et on va finir avec un remerciement à notre réalisateur ce soir, Yann. Merci Yann, et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain.